On essayait de faire le compte tout à l'heure, allez, 6, 7 ans, 8 ans qu'il était à votre place. Je vais le laisser se présenter lui-même pour vous dire où c'est qu'il en est maintenant et pourquoi il va vous parler aujourd'hui des blockchains. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le dernier cours en TD. On fera un peu les révisions de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ne vous inquiétez pas, normalement vous serez au jus pour le partiel après les vacances. Donc là, c'est d'accord, on a vu un peu l'histoire de la monnaie, les fonctions des banques centrales, comment calculer la vitesse de circulation de la monnaie et la dernière fois les produits financiers dérivés. On va rentrer aujourd'hui donc sur un thème qui est hautement d'actualité et donc on parle souvent des crypto-monnaies, un peu du Bitcoin notamment, qui fait beaucoup parler de lui. Aurélien va essayer de rentrer un peu plus dans la technique, dans ce qu'on ne vous dit pas forcément, ce que vous ne trouvez pas forcément sur les réseaux sociaux ou en enseignant sur ces aspects-là. Et donc, voilà, je vous demande de l'applaudir, puisqu'il va commencer son exposé. Merci. Donc, c'est vrai que j'étais à votre place il n'y a pas très longtemps. Alors, juste pour commencer, est-ce qu'il y en a, levez un petit peu la main, qui connaissent un petit peu la blockchain, qui ont entendu parler, ou les crypto-monnaies? Ouais, les crypto-monnaies, levez la main, les crypto-monnaies. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui en détiennent un petit peu? Non, ok. Bon. C'est pas grave. L'idée, c'est que je pense qu'honnêtement, enfin, du moins j'espère. Oui, il y a une question. Oui. Non, moi j'avais. Hein? Ah, t'en as? Lesquels? La Bitcoin, Ethereum. Du Litecoin. De quoi? L'Ether. Ah oui, Ethereum. Ok. Donc, l'idée, c'est que, honnêtement, j'espère qu'à la fin de la séance, vous en saurez largement plus que une bonne partie des Français sur ce thème qui est, comme l'a dit Bertrand, est vraiment d'actualité parce que si vous vous intéressez un petit peu actuellement à l'actualité, vous verrez, on en parlera un petit peu plus tard, qu'actuellement, certaines startups, certaines entreprises aussi très grosses, hier j'ai même appris que, j'ai lu hier soir que TikTok se lançait aussi dans les NFT pour certaines choses, donc ça on verra un petit peu ce que c'est. Donc TikTok lance son NFT. NFT, attends, ouais, là. Je viens après. Donc vous allez voir, c'est vraiment toutes les boîtes qui viennent, les grosses, on peut dire les GAFA, même si ce mot n'existe plus trop, mais ils se lancent là-dedans. Ils recherchent partout comment faire cette application, donc ça serait intéressant. Donc, pour me présenter très très rapidement, moi j'étais GEA comme vous avant, j'ai fait un parcours très qui est à la fois un parcours de management comme vous, de gestion des entreprises, et un parcours de management de système d'information. Je me suis spécialisé durant mon stage de Master 1 en fait dans la technologie blockchain. À la sortie de ça, j'ai entamé un doctorat que j'ai donc arrêté parce que j'avais une opportunité donc chez EcuChain, donc qui est la start-up où on fait de la blockchain actuellement où je travaille, et puis à côté d'autres expériences sur lesquelles si vous avez des questions si vous avez envie de faire certains parcours que j'ai pu faire, il n'y a pas de problème si vous voulez en discuter avec moi un peu plus tard. Pour vous présenter donc EcuChain très rapidement, EcuChain donc c'est une startup, c'est un projet qui a vocation, c'est une fintech, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce terme, en gros c'est une technologie de la finance, enfin c'est les technologies de la finance, et donc nous on met ça au service du monde du cheval, de l'industrie équine, qui je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ça représente à peu près 300 billions dans le monde, donc c'est absolument énorme. 59 millions de chevaux, et donc tous ces acteurs, chaque jour, ils échangent, ils font des échanges monétaires, financiers, commerciaux, et comptables aussi. Et donc on met en place en fait une solution pour simplifier tout ça. Et donc notre objectif, c'est d'utiliser très rapidement donc un coin que je pense que vous êtes les premiers à voir aujourd'hui, donc c'est une primeur. Un coin, voilà, qui servira en fait de monnaie d'échange à l'intérieur de cette,
est-ce qu'on parlera de monnaie, on verra après, justement, c'est ça qui est intéressant, mais à l'intérieur de cet écosystème. Juste attends, Aurélien est passionné de chevaux aussi. Voilà, accessoirement, je suis passionné de chevaux à côté de ça. Tout au long de la présentation, je mets des QR codes comme ça, donc là c'est celui de la société, si vous voulez essayer de voir si ça marche, parce qu'après plus tard il y aura des documents, des choses comme ça, vous pouvez les ouvrir dans des onglets, et au fur et à mesure, Alors, attends, ça donne quoi là si Là c'est le site de la société pour l'instant, ouais. Mais plus tard ça sera d'autres choses, donc ils peuvent ouvrir dans des onglets, il y a des documents de la SEC, tout ça. Donc. Et là, s'ils le font là sur celui-là, ça donne quoi? Ça marche. Ok. La classe. Donc au fur et à mesure il y aura des choses, donc voilà, j'espérais que ça fonctionne en amphi, c'est top si ça fonctionne. Donc voilà. Le plan de la séance très très simple, donc on va voir un petit peu les blockchains, donc leur fonctionnement, avec, on va revenir un petit peu sur l'histoire, justement, pour essayer de comprendre, parce qu'en fait c'est une technologie qui, moi je trouve que c'est pas une technologie de geek justement, c'est une technologie de philosophe en fait, donc c'est ça qui est assez intéressant à voir. Quelques caractéristiques, je vais vous faire, pour comprendre un peu mieux, on va faire un petit peu un collier de perles pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On va voir rapidement l'architecture du Bitcoin. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui il y a beaucoup d'autres technologies blockchain, en fait, une fois que vous avez compris le Bitcoin, vous pouvez facilement en fait aller grignoter un petit peu des autres technologies. Vous pouvez comprendre facilement ce qu'ils ont essayé de faire vu que c'est la première. On va faire, et là c'est là qu'on rentre vraiment du coup dans l'économie monétaire, on va faire les différents types de tokens. Vous allez voir qu'en fait, donc les tokens c'est ces fameux jetons qui sont émis sur la blockchain. Et donc après, on fera un petit tour rapide du côté des États-Unis pour aller faire le test de Wave, qui est un test en fait pour voir si les tokens sont des actifs financiers. Et après, on parlera des levées de fonds en tokens parce que c'est quelque chose de tout à fait, nouveau. Alors, pas nouveau au sens c'est récent, mais c'est quelque chose de nouveau pour les entreprises de pouvoir faire des levées de fonds en tokens. Et donc, on verra un petit peu les deux cas de figure générale. Comment ça se passe pour une entreprise? Parce que vous qui êtes demain des gestionnaires d'entreprise, pourquoi pas proposer, et ça c'est quand même intéressant, à une entreprise que vous accompagnerez, dans laquelle vous serez ou que vous créerez, c'est une manière de lever de fonds, hein, et je ne crois pas que pour l'instant dans Calypso ça soit voilà. Et du coup on s'intéressera au white paper, donc il y a un document qui présente le projet quand il naît, donc c'est intéressant de voir ça pour comprendre encore une fois comment ça se passe. Un petit disclaimer obligatoire, c'est qu'il n'y a absolument pas de conseil en investissement là-dessus, donc venez pas me voir après en disant j'ai acheté telle monnaie que vous avez présentée pendant le cours et je me suis craché. Il n'y en a pas, c'est des exemples. C'est la EQChain non plus. Je vous fais une présentation globale sur ce qui existe, ça ne veut pas dire que tout ce que je vous montre va être appliqué sur EQChain. Et faites attention, quand vous faites l'action, faites-vous accompagner parce que la régulation change. La régulation, c'est la loi, change énormément dessus, donc faites attention, il faut se faire accompagner parce que du jour au lendemain, vous étiez légaux et vous ne l'êtes plus, ou vous étiez illégal et vous ne l'êtes plus. Dans ce cas-là, ça va. Ouais, c'est comme la semaine dernière quand on a fait les options d'achat-vente, on n'allait pas vous lancer là-dedans juste avec... C'est ça. Vous voyez avec votre banquier. Il a des assurances pour ça. Donc la blockchain, ça je vous ai déjà présenté le plan, on va attaquer directement dans le dur. Pour faire, je ne sais pas si je suis du bon côté du... Je vais prendre une photo, a priori même si avec les QR codes ils ont tout. Normalement je vérifierai, mais je vous fais envoyer le document ce soir ou demain par Bertrand en PDF, donc vous pourrez avoir ça. Donc en fait, la blockchain, on vous en parle partout comme d'une technologie qui est absolument nouvelle, comme si c'était né hier. C'est pas le cas, c'est une technologie, vous voyez, qui date de 91 pour les premières investigations. Donc c'est deux chercheurs en fait qui ont trouvé une solution informatique à la base pour faire de l'horodatage de documents. L'horodatage en fait c'est juste être sûr de la date et de l'heure à laquelle est déposé le document sur un serveur. Donc ça c'est intéressant aussi pour vous qui êtes des gestionnaires, c'est-à-dire que la blockchain c'est aussi une solution pour être certain du dépôt de date et d'heure d'un document. Donc quand vous avez des contrats ou des choses comme ça à faire, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête, sachant que là aussi il faut se méfier un petit peu de la régulation dessus, mais voilà. Donc là c'est 91. 92, c'est l'arbre de Merkel. Là vraiment ça peut paraître un peu barbare, mais honnêtement vous verrez que dans le futur, si vous avez ça en tête, c'est des choses que vous allez vraiment utiliser beaucoup. L'arbre de Merkel, c'est tout simplement
on peut dire une architecture informatique qui permet de faire des blocs de données. Donc en fait d'avoir de la donnée, de la réunir dans un seul bloc. Et donc, si vous voulez, ça permet tout simplement de rajouter de la confiance dans les choses, vu qu'on sait qui a émis quoi. Voilà, rapidement. Ça, c'est vraiment pour faire ça. En 2004, donc, on invente la preuve de confiance donc, qui était réutilisable. Donc, c'est l'ancêtre de la proof of work qu'on connaît sur la blockchain. Ça, c'est le système de preuve, c'est-à-dire qu'en fait, de consensus. C'est-à-dire qu'en fait, vous verrez que la blockchain est un système distribué. Donc, le consensus, donc en fait, si vous voulez, la distribution, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, vous avez des systèmes centralisés d'État. Donc, par exemple, vous prenez le gouvernement français, vous avez un centre, un gouvernement central, ou la banque centrale voilà, européenne, et donc il donne des ordres à tout le monde. Et donc, si vous voulez, l'ordre part d'un endroit, et puis après, là, toute la question, c'est de savoir comment il est diffusé. Là, c'est pas du tout ça, vous avez un réseau qui est distribué, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des points aléatoires, et donc qui sont des nodes qu'on appelle, qui sont des points de décision, mais donc ici par exemple si on avait une blockchain on serait tous un point de décision, et donc si vous voulez il faut bien trouver un moment, comment se mettre tous d'accord ensemble, donc pour ça on utilise un modèle de consensus. Donc là c'est le premier qui a été inventé, c'est le Resolved Proof of Work, et donc à l'époque ce qui est intéressant c'est qu'en 2004 IKESA met le jeton et pas interchangeable, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes gratifié d'un jeton qui ne sert juste qu'à réclamer notre jeton, mais qui bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est un jeton qui peut s'échanger peer-to-peer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les informaticiens ne sont pas arrivés à savoir ce qu'ils faisaient eux-mêmes de leur propre technologie. Du coup, en 2008, là par contre, coup de tonnerre. Donc, c'est là en fait, les gens vous disent toujours que la blockchain a commencé en 2008, mais vous voyez que c'est absolument faux. En 2008, par contre, il y a un white paper, donc c'est un document qui sort, comme un document de recherche un petit peu. De Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, on sait pas, c'est un pseudonyme, donc on ne sait pas si c'est quelqu'un, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas si c'est un gouvernement, on ne sait pas si c'est Kim Jong-un ou des agents secrets américains, on n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, il sort un white paper qui s'appelle Bitcoin et Peer-to-Peer Cash System, je crois, si je ne me trompe pas, où il explique en fait comment on va pouvoir se débarrasser des banques et des assurances. Donc l'idée, c'est vraiment il dit, nous on en a ras-le-bol des banques et des assurances. Et on va faire un système en fait, où on peut échanger pair à pair, c'est-à-dire on peut échanger de la valeur sans passer par un tiers, ça sera entre nous, et du coup on va tuer les banques et les assurances. Donc vous pouvez imaginer que les banques étaient ravies de l'arrivée de ce white paper. Il faudra attendre quand même 1 an pour que le premier bloc soit miné, donc ça veut dire qu'en fait les premiers bitcoins soient obtenus, donc vous comparez le bitcoin à de l'or, vous allez à la mine. Donc là, il dit qu'on va découvrir la mine. 1 an plus tard, il sort le premier grain d'or. Et donc, il en sort 50. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il envoie le premier bloc après qui est miné, qui est envoyé, pardon, le premier échange sur la blockchain. En fait, il renvoie de l'argent à Alphine, donc en fait, qui est celui qui a inventé la preuve de consensus. Donc, il lui envoie 10 bitcoins. Je crois que le cours du bitcoin aujourd'hui est à peu près 50 000 €. Donc, vous voyez que ça valait le coup d'avoir fait 2-3 travaux qu'on ne savait pas à quoi faire quelques années auparavant. Donc ça c'est pour Bitcoin. Après est arrivée la blockchain Ethereum, que tu connais un petit peu. Cette blockchain en fait c'est intéressant parce qu'elle permet à d'autres, notamment, même si on l'a fait après sur Bitcoin, mais celle-là elle a vraiment pour but que les gens puissent s'en emparer pour faire des dApps, c'est-à-dire des applications utilisant l'architecture Ethereum, et surtout fait naître le smart contract, qui est tout simplement un algorithme qui permet d'exécuter automatiquement des indications. Donc en gros, si ensemble on fait un contrat d'échange à telle date, à la date, si on a dit qu'on échangeait 10 bitcoins, le smart contract va venir, pas 10 bitcoins, pardon, 10 Ethers, va déterminer qu'on est à telle date, grâce à la fonction de rattatage, et va débloquer cet argent. Donc tous les deux, on est sûr, lui, que je vais être payé à cette date et pas à une autre date, et deux, moi je suis sûr d'être payé. Donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est un peu le produit financier qu'on a vu la semaine dernière. C'est le principe d'appliquer. Pour comprendre la blockchain, il faut comprendre des caractéristiques techniques. Après vous allez voir, avec le collier de perles, vous allez beaucoup plus comprendre, mais ça c'est très intéressant, c'est très important, pardon. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que dans une blockchain, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous adoptez la technologie blockchain, vous adoptez toutes les caractéristiques. Donc, on commence par ça d'en haut, donc la gouvernance elle est distribuée. Donc ça veut dire que et donc ça,
je vous demande juste s'il y a un moment où il faut faire un effort, c'est maintenant. Il faut vraiment la signer parce qu'en fait, quand on ne connaît pas ce système organisationnel distribué, toutes les questions bizarres qu'on peut poser sur la blockchain, en fait, c'est parce qu'on a oublié qu'elle a été distribuée. Donc vraiment, il n'y a personne qui contrôle à un moment donné les décisions de la blockchain. C'est un collectif qui contrôle ça tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas de... À aucun moment, il y a quelques rares exceptions, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui, où personne ne peut prendre la décision tout seul. Donc ça, c'est assez intéressant parce que... du coup, ça règle pas mal de problèmes de conscience, c'est-à-dire que vous soyez le plus riche du monde ou le clochard du coin, malheureusement, vous pouvez avoir le même pouvoir sur la blockchain si tant est qu'il n'y en ait pas un qui détienne plus de 51%, mais ça c'est notre problème qui n'existe pas sur la plupart des grandes blockchains. Donc ça c'est la gouvernance distribuée. Après il y a l'immutabilité, c'est-à-dire que quand vous mettez une donnée sur la blockchain, on la hache, comme ça on verra après ce que ça donne, mais concrètement, vous ne pouvez plus la bouger. C'est-à-dire qu'en fait, la donnée qui est sur la blockchain ne s'enlèvera jamais. C'est-à-dire que le hash qui est inscrit sur la blockchain, ou les échanges qui sont inscrits sur la blockchain, ils y resteront tant que la blockchain continue à tourner. Et une blockchain comme Bitcoin, il n'y a absolument, pour l'instant, aucun moyen de l'arrêter, sauf si on coupe l'électricité mondiale. Grosso modo, il faudrait qu'on arrête voilà tout. Ça paraît compliqué. Donc ça, c'est l'immutabilité, donc on ne peut pas bouger. Le deuxième, c'est le pseudonymat. C'est pas anonymat, c'est-à-dire qu'en fait, sur la blockchain, vous ne savez pas concrètement, vous avez en fait, on verra ça aussi plus tard, mais vous avez un nom d'utilisateur, on va dire ça comme ça, qui s'appelle la clé publique, on verra en détail plus ce que c'est. Mais du coup, on ne sait pas qui est en face. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire des échanges avec des gens sans pourtant savoir qui vous êtes. Et ça, c'est intéressant, notamment aussi pour certains enjeux de concurrence, etc. Ça pose des problèmes, notamment par rapport au financement du terrorisme et autres. C'est pour ça que le régulateur s'est penché dessus. Il y a une phrase célèbre chez les bitcoiners, on ne sait jamais si on fait des échanges avec un humain ou un robot. Voilà. La personne avec qui vous échangez, c'est un robot intelligent. Une autre caractéristique hyper importante, c'est le pair à pair. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas donc d'intermédiaire. Donc en fait, quand on fait un échange, on passe pair à pair, c'est-à-dire on ne passe pas par un tiers qui vous valide quelque chose. Quand vous faites un contrat, aujourd'hui, vous passez par un tiers qui est la justice, il faut le faire respecter. Vous passez par un tiers expert comptable quand il faut faire auditer des comptes, etc., etc. Le notaire pour votre contrat de succession, etc. Donc, aujourd'hui, on est habitué à passer avec des tiers. Là, c'est comme sur Immule, pour ceux qui ont connu, qui est un peu des yeux, et vous passez directement avec le détenteur de crypto-monnaie et le demandeur. Voilà. Et le dernier, c'est que c'est auditable. Alors l'auditable, attention, c'est pas un audit financier comme vous pourriez avoir, je pense, des cours, je sais pas si c'est en GEA ou après, mais c'est un audit technique, mais en fait, on peut aller voir toutes les transactions qui ont été faites, et donc on peut aller vérifier qu'est-ce qui a été fait, combien a été échangé, à quel moment, etc., à tout moment. Et donc du moment que vous êtes dans la gouvernance distribuée et dans les pairs, vous pouvez aller vérifier ce qui s'est fait. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est des caractéristiques. Comme je vous dis, elles sont vraiment dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai eu souvent des cas en fait où les gens me disent ouais, mais moi, ça m'intéresse beaucoup l'immutabilité et l'auditabilité, mais comme je voudrais faire des sous, le pair à pair, ça m'arrange pas trop. Oui, mais c'est comme ça. Donc après, voilà. Ce qui est important aussi de comprendre, par contre, c'est que la blockchain s'intègre toujours dans un mix technologique. Ça veut dire que les gens qui vous disent nous, on est une entreprise sur blockchain, c'est forcément faux. Il y a de la blockchain dedans, mais il y a aussi tout un tas d'autres technologies qui viennent compléter, parce que la blockchain, elle sait faire très bien des choses, mais elle ne sait pas tout faire. Et ce qu'elle ne sait pas faire, elle le fait toujours très très mal. Ça, c'est sûr. Notre fameux collier de paires. Pour comprendre la blockchain, comme vous l'entendez, c'est une chaîne de blocs. Je pense qu'on a tous joué ou tous vu jouer quelqu'un les colliers en perles de bois comme ça. C'est typiquement une blockchain. Donc en fait, on va imaginer que chaque perle est vraiment sont vraiment différentes les unes des autres, de forme, de couleur, etc. Sachant que dans le collier de perles, on est forcément limité parce que voilà. Mais dans la vraie vie, les blocs sont tous différents. Donc à l'intérieur d'un bloc, il y a une ou plusieurs transactions qui sont effectuées. Et donc en fait, les blocs sont liés entre eux, donc comme les perles sur le collier, ils sont liés entre eux, et donc vous voyez bien que pour enlever, par exemple, cette transaction, pour revenir dessus, c'est la propriété d'immutabilité, il faudra enlever toutes les perles d'avant. Et donc, ça nous oblige à défaire tout le collier.
Si on schématise un collier de perles, ça donne ça. Ok, c'est un collier de perles en haut. Donc maintenant, on imagine que ce qui est intéressant, c'est que c'est un registre de transactions. On le multiplie dans le monde sur plusieurs serveurs. Donc en fait, vous avez un collier, donc vous avez une copie du collier qui est aux États-Unis, une copie du collier en Suisse, au Japon, autant maintenant il y en a au Texas, il y en a partout, enfin voilà. Partout en fait où l'électricité n'est pas trop chère et où, parce qu'aujourd'hui ça coûte cher de miner, et puis les serveurs coûtent cher en général. Et un endroit où il ne fasse pas trop chaud de préférence parce qu'un serveur ça se refroidit. Et donc, après, quand il y a une transaction, une nouvelle transaction, c'est un nouveau bloc. Et donc, si par exemple, j'échange un bitcoin avec Bertrand, en fait, on va mettre un nouveau bloc. Peut-être qu'il y aura d'autres transactions dans le bloc, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, on va l'inscrire dans un bloc. Et ce bloc, on va le répliquer systématiquement sur toutes les chaînes à chaque fois. Donc, on a l'historicité des blocs. Donc là, par exemple, moi, je peux vérifier qu'à telle date, Bertrand avait bien reçu un bitcoin pour pouvoir me payer. Et enfin, le blockchain le fait tout seul, mais moi aussi, je peux aller voir en tant qu'auditeur là-dessus. Par contre, s'il y a un bloc, ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un essaye de frauder, ça se voit. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, il y a un désaccord, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux blockchains, donc deux copies de la blockchain qui ont enregistré une certain type de transaction, et l'autre qui a enregistré un autre type de transaction. Donc par exemple, elle a enregistré 2 bitcoins. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est typiquement une fork, donc une fourchette. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, on prend le consensus des deux blockchains principales, donc le plus grand nombre de blockchains, et donc après, on se met d'accord pour que la version soit celle-là. Voilà. Est-ce que déjà ça vous paraît un petit peu plus clair comment ça fonctionne? Vous allez voir, après ça va prendre du sens, mais du coup, très simplement, ça c'est le schéma Bitcoin, donc l'architecture Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la référence, on va dire, voilà, c'est pas que je sois obsédé du Bitcoin, au contraire, mais honnêtement, si vous voulez comprendre la blockchain, lisez le papier du Bitcoin et déjà vous aurez bien avancé. C'est le schéma Nakamoto. Ça c'est le schéma de Nakamoto, ouais. Donc en fait, là on retrouve nos copies de blockchain, okay, donc nos copies de blockchain sur les serveurs. Donc on a un propriétaire qui émet donc sa clé publique, donc qui est son identifiant, sa clé privée qui est son mot de passe, on y reviendra un petit peu plus tard, et qui demande, donc en fait on vérifie sur la chaîne d'à côté, c'est exactement ce que je vous ai précisé, qu'en gros la perle d'à côté soit la même. Les documents sont hachés, donc en fait pour vous dire rapidement, sur la blockchain, quand vous mettez un document ou une transaction, il n'y a pas de données angulaires sur la blockchain, c'est-à-dire il n'y a jamais de la donnée. Par exemple, si on prend une liasse comptable de 500 pages et que vous voulez la mettre sur la blockchain, vous n'aurez pas les 500 pages. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller auditer, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir vérifier que vous ayez mis la liasse comptable, mais je ne peux pas vérifier le contenu de la liasse comptable. Donc en fait, ça c'est assez intéressant aussi justement sur la protection. Alors, c'est à double tranchant, mais ça peut être intéressant sur la protection des données. Et donc, en fait, comment on fait pour ça? On fait un hash, donc je vous l'ai mis là. Tout simplement, le hash, c'est une fonction mathématique. En gros, c'est vous prenez les cheveux de quelqu'un, les cheveux, donc ça c'est la donnée complète. Vous prenez un briquet, vous brûlez les cheveux, vous savez, ça fait, les filles, si vous avez eu des petits soucis au moment des bougies d'anniversaire, vous avez haché vos cheveux, en fait, tout simplement. Et donc, vous voyez que c'est toujours vos cheveux, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, voilà, pour vous prendre une illustration, ça c'est un hash, vous brûlez vos cheveux, les cheveux prennent une forme qui est beaucoup plus petite, vu qu'ils ont brûlé, condensé, mais on peut toujours voir que c'est les vôtres par plein de procédés, etc. Mais c'est plus la forme totale, on ne peut pas lire, c'est une réduction de caractères, du coup c'est très léger en termes de données. Le hash existait avant, et donc ça ce qui est intéressant, c'est que par contre, moi, si j'ai le document que vous avez hashé, donc vous mettez par exemple cette fameuse fiscale sur une blockchain, ou sur un hash, parce qu'on peut faire des hashs sans blockchain, vous prenez ce document comptable, vous le mettez sur la blockchain. Si je ne l'ai pas, je peux vérifier que vous l'avez mis, mais je ne peux pas mettre le temps. Par contre, si je l'ai, je peux aller vérifier via une application, tout simplement, que ça soit bien le bon et que donc, dans mes mains, j'ai bien celui que vous avez déposé à l'aide de votre clé publique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, donc la clé privée permet de... Donc en fait, c'est l'encrypteur. Donc ça, il n'y a que vous qui le détenez. Si vous perdez votre clé privée, vous êtes foutu.
La clé publique, par contre, c'est votre identifiant, donc ça, vous pouvez le donner au monde entier, c'est le pseudonyme. Et donc, l'algorithme de cryptage, c'est tout simplement, en fait, après, comment on va aller crypter la donnée. S'il y a des questions à un moment donné où je ne suis pas clair, vous m'arrêtez. Maintenant, on va rentrer dans les différents types de tokens. Donc, pour refaire simple, parce que là, je ne suis pas sûr que vous ayez bien vu l'endroit où naissait le token. L'idée, c'est que pour que la blockchain fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui fassent une certaine action pour faire le consensus. Parce que, par exemple, moi, si je fais une transaction avec Bertrand, vous n'allez pas vous rentrer dans le consensus pour le plaisir de rentrer dans le consensus, parce que la plupart du temps, vous n'avez strictement rien à faire de notre transaction. On est d'accord. Donc, il faut que je vous donne un avantage au reste de la blockchain à effectuer ce consensus. Donc, pour ça, il faut que nous, on fasse une preuve, une vérification, donc qui est le fameux consensus. Donc, en l'occurrence, pour la blockchain, c'est la proof of work, il y en a d'autres, pour SEC, etc. Mais en fait, à chaque fois que vous allez effectuer une action en faveur de ce consensus, si vous y arrivez, si vous êtes le gagnant, on va vous rétribuer d'un token. Donc, d'une pièce du système. Cette pièce, elle a une valeur après que vous pouvez soit échanger, etc. Enfin, c'est de la monnaie. Et donc, c'est comme ça que naît le token. Donc, en fait, pour exemple, je reprends Bitcoin. Nous faisons une transaction. En fait, Bitcoin, pour dire est-ce que c'est bon, envoie un algorithme, une équation plutôt difficile à résoudre, qui demande une certaine puissance informatique pour être résolue. Vous avez chacun votre puissance informatique, vous en avez qui vont miner avec leur Mac dans leur garage, et puis vous en avez qui vont miner avec une ferme de minage au Texas, par exemple. Vous avez plusieurs hectares de serveurs, donc eux qui ont une importante capacité de calcul, et je dis celui qui résout ça, en gros, va gagner ce Bitcoin. Et donc, après, vous faites vos calculs de rentabilité, etc. Ça, c'est d'ailleurs un exercice de gestion qui pourrait être intéressant, de voir à quel moment vous pouvez utiliser de la puissance de calcul ou pas. Mais, tout simplement, vous vous lancez dans la course au minage, vous résolvez l'équation avec votre force de calcul, l'ensemble donne que l'équation est résolue, et celui qui est arrivé en premier remporte un certain nombre de bitcoins. Quand on sait que le bitcoin, aujourd'hui, c'est près de 50 000 $ le bitcoin, ou peut-être même un peu plus aujourd'hui, vous comprenez que ça peut être très rentable de miner comme il faut si les coûts de fabrication de ce bitcoin, bien sûr, sont respectés. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un vrai choix géopolitique en fait dans l'emplacement des fermes de minage. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple de base. Maintenant, les entreprises, pour répondre à des besoins organisationnels, et c'est là qu'on va rentrer vraiment, on va quitter un petit peu l'ère informatique pour rentrer dans l'ère de la gestion et de la finance, ils ont fait on a développé en fait, et on développe encore, plusieurs tokens, plusieurs styles de jetons qui répondent à des applications différentes, à des utilisations différentes, à des visions différentes. C'est-à-dire que Nakamoto, lui, il a créé, lui ou eux, ils ont créé un bitcoin qui était fait, un token qui était fait pour tuer les banques. Aujourd'hui, les banques, elles se mettent elles-mêmes à créer des tokens, pour certaines. Donc vous imaginez bien qu'elles ont une autre application en tête que de tuer les banques. C'est pas tout à fait les tuer, c'était juste prouver qu'on pouvait s'en passer. Et qu'il le dit. On peut l'interpréter comme ça, mais c'est surtout dire si on peut, on peut s'en passer. Oui, c'est une manière aussi de, si jamais il était retrouvé, je pense, de s'en sortir. Mais donc, il y a des applications différentes. Par exemple, chez Ecuchain, le principe, c'est pas du tout de se passer des banques pures et dures, on a d'autres aspirations organisationnelles qui est de faciliter les interactions entre les gens du chat, etc. Donc, l'industrie de la crypto-monnaie a développé des crypto-monnaies, les pays s'en sont mêlés, donc le législateur s'en est mêlé donc, pour aussi développer tout ça, et donc on est arrivé. Si on résume, alors il y a beaucoup de typologies de tokens, moi j'ai choisi celle-là parce que pour moi c'est celle qui est la plus adaptée à des gens aussi en gestion. On pourrait prendre une typologie technique que moi-même honnêtement j'ai pas toujours saisi l'intérêt de l'apprendre à part si on est technicien ou développeur. Celle-là elle est vraiment adaptée à mon avis à un cours de finance et de gestion, donc elle est classique mais c'est pas la seule. Voilà. Donc l'application token que vous connaissez quasiment tous,
L'utility token, fidelity token, security token, on verra. Et donc en fait, ça c'est des cas particuliers qui sont hyper intéressants et c'est notamment ceux qui sont très en vogue aujourd'hui. Juste un petit point technique, il n'y a pas que sur les blockchains qu'on peut faire des tokens. Notamment, vous avez sur tous, vous utilisez tous les jours des tokens, c'est le token qui ne fonctionne pas de la même manière, mais c'est un jeton aussi, c'est le token d'identification. Donc quand vous vous identifiez sur Facebook, sur votre banque, vous utilisez un token d'application, c'est-à-dire qu'en fait votre clé privée, donc votre mot de passe, puis votre clé publique font un token, et donc en fait à chaque fois que vous rentrez ça, l'alliance des deux fait un jeton que vous donnez, et donc c'est comme ça qu'on vous ouvre l'accès à vos données. Donc, même si c'est là que c'est intéressant, c'est que la blockchain permet la gestion des tokens d'une certaine manière, mais ce n'est pas la seule à pouvoir faire des tokens. Donc, quand vous adoptez un de ces tokens, rappelez-vous qu'il y a aussi du coup les caractéristiques de la blockchain, dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez faire un token qu'il faut forcément adopter une blockchain. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus ou pas. Ok. Donc, l'application token. Donc lui, je ne sais pas où c'est qu'il faut que je me mette pour qu'on voit le mieux, mais sur Ethereum, vous avez vu, mais il y en a d'autres, vous pouvez faire des dApps, c'est-à-dire c'est des applications décentralisées mais qui utilisent un autre protocole blockchain pour fonctionner. Ça, tout simplement, on ne va pas y passer longtemps dessus parce que, honnêtement, vous n'en avez pas grand-chose à faire, mais en fait, c'est des actifs cryptographiques qui sont associés à une utilisation d'une application tiers. Donc en fait, la valeur, elle n'est pas adossée à ce token, mais elle est adossée au protocole de l'autre. Donc en fait, tout simplement, c'est quand il y a un protocole, vous pouvez avoir, par exemple, vous avez besoin d'une application, vous avez besoin d'un token, vous venez chercher ce protocole et vous l'utilisez pour faire tourner votre application. Dans votre cas, c'est très rarement utilisé, surtout que l'application token, à mon avis, a un rôle très limité par rapport, et celui-là est beaucoup plus intéressant à mon avis, à l'utility token. L'utility token, il a été fortement démocratisé par Elon Musk avec le SolarCoin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc lui, par exemple, concrètement, sa problématique organisationnelle, c'était qu'il avait inventé les voitures Tesla qui fonctionnent à l'électricité. Ces voitures électriques, leur principale problématique, c'était que si vous y mettiez de l'énergie issue du charbon, du gasoil brûlé, de toutes ces choses-là, ben, pour lui, ça ne servait plus à grand-chose, ça sortait un peu de l'idée de base de la voiture écologique de demain, du futur. Donc, en fait, il fallait qu'il garantisse, quand vous achetiez une Tesla ou quand vous utilisiez l'énergie électrique, il fallait qu'il puisse garantir à ses utilisateurs le fait que votre énergie électrique soit issue d'un système donc lui, dans son cas, il croit la seule énergie, on peut dire ça quasiment comme ça, la seule énergie renouvelable à laquelle il croit fortement en termes de capacité, c'est l'énergie solaire, parce qu'elle est infinie, entre autres. Et donc, lui, il dit, voilà, il faut que, pour que mes voitures fonctionnent, pour que le but organisationnel de mes voitures fonctionne, il faut que les gens roulent au solaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir votre fournisseur électrique, il s'amuse à vous dire qu'en fait, par exemple, quand vous prenez votre contrat d'électricité, il vous dit, ben, nous, par exemple, on peut vous garantir qu'on a 15% d'énergie propre sur votre contrat. En fait, c'est pas du tout sur votre contrat, vous n'en savez rien, peut-être que vous tournez tous les jours à l'électricité sale, c'est pas mon propos de dire ça, mais ça ne me regarde pas parce que je connais rien, mais on va le dire comme ça. Mais en fait, il sait qu'il produit, globalement, dans son année, il produit 10% d'énergie propre, donc il achète 10% d'énergie propre, donc ça va se répercuter sur le contrat. Donc vous voyez que déjà, on commence à être dans des biais de confiance qui sont compliqués. Donc lui, il dit, ben moi je vais mettre un système donc, sur la blockchain, qui va s'appeler SolarCoin, on va émettre un token. Donc ce token, en fait, il va permettre aux gens d'acheter de l'énergie solaire à des fournisseurs d'électricité. Donc les fournisseurs d'électricité solaire, eux, ils sont agréés en fait par Tesla, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un cahier des charges pour être agréé fournisseur. Donc ça va bien sûr de celui qui a son panneau solaire qui est posé sur la terre jusqu'à celui qui va réparer le panneau solaire, etc. Donc ils créent en fait une économie locale, on va dire ça comme ça. D'ailleurs les crypto-monnaies dans ce sens-là sont assez proches
des monnaies locales. Sauf qu'elles sont mondiales, elles sont plus locales. Donc il fait ça, il met donc ce token au milieu, et donc vous qui voulez être sûr d'avoir de l'énergie solaire, vous achetez avec votre monnaie traditionnelle, vous achetez des solar coins. Ces solar coins, vous achetez avec votre électricité, vous êtes sûr que vous pouvez payer forcément que quelqu'un qui produit de l'énergie solaire de la manière du modèle dans lequel vous pensez. Et donc, ça crée quoi? Ça crée que du coup, vous êtes sûr d'acheter cette énergie-là à un moment donné. Vous comprenez bien que ça n'a... Moi, je fais souvent l'analogie au jeton de casino. C'est-à-dire qu'en fait, l'utility token n'a d'utilité qu'à l'intérieur d'un réseau. Donc vous allez au casino, vous avez 50 €, vous achetez des jetons de casino, mais si vous prenez votre jeton, vous sortez, vous allez au boulanger, le boulanger, il n'en a rien à faire de votre jeton de casino. Pourtant, à l'intérieur du casino, ça représente bien 50 €, etc. Sauf que ça permet quoi? Ça permet des avantages de sécurité, ça permet d'être sûr qu'à l'intérieur du casino, vous avez tous une même valeur d'échange, et ça permet surtout de simplifier les choses, c'est-à-dire que si à l'entrée du casino, il y en a un qui arrive avec des dollars, un qui arrive avec des yuan, un qui arrive avec des euros, une fois qu'ils ont échangé, le problème se pose qu'à l'entrée, et une fois dedans, ils peuvent échanger tous ensemble avec une monnaie unique locale. Donc l'utility token, c'est vraiment ça. Donc ça permet en fait l'accès à des produits ou à des services. Donc ça, c'est hyper intéressant quand vous êtes une entreprise qui propose des produits ou des services, c'est-à-dire que vous voulez facturer à des gens des produits, vous pouvez utiliser le token utility pour vendre ce produit, pour l'échanger, etc., comme un casino. Donc comme je vous dis, il est assez difficilement utilisable sur un autre système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un échange pour aller utiliser autre chose, donc c'est-à-dire que la valeur que vous avez bloquée à tel moment donné dans le système, il faudra en sortir pour aller vers un autre système. Et donc, ce qui est par contre un petit peu problématique, c'est qu'il ne peut pas être vraiment considéré comme un actif numérique dans le sens qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas être valorisé, au sens notamment fiscal. Et donc, si vous voulez, la notion d'actif numérique au sens de la loi, elle est un petit peu incertaine, c'est-à-dire est-ce que c'est un... Donc ça, vous avez vu les actifs on ne peut pas définir tel quel, mais a priori un actif financier qui s'échange sur les marchés financiers. Voilà, c'est ça. Donc ça ne peut pas être considéré vraiment comme un actif numérique, mais en même temps, le législateur n'étant pas clair dessus, il y a fort à parier que le jour où il y aura vraiment beaucoup de valeur sur certains utility tokens, ils puissent être considérés comme tels. Et donc ça, c'est assez incertain, c'est le gros problème en utility token. Donc ils s'échangent contre des produits ou des services. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utility token? Non, je continue. Donc, un exemple, je vous ai donné celui du SolarCoin, ça c'est un autre, mais par exemple, on peut faire de la location avec un utility token, donc c'est le projet Storj. Ça, tout simplement, vous faites de la location d'espace sur le cloud. Donc, vous savez que le cloud, vous en avez besoin notamment pour développer des applications, des choses comme ça. Donc, on utilise, je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais vous utilisez un token pour louer en fait l'espace sur ce cloud et donc utiliser cet espace le temps de faire ça. Ce qui est en fait, et donc vous êtes certain, si vous voulez, que l'espace à louer est disponible, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi tendance à avoir un peu de surcharge sur certains clouds. Donc, le cloud, c'est Dropbox, c'est comme ça. Un autre exemple un petit peu plus fun, c'est Augur. Alors eux, ils utilisent le token pour faire de la prédiction d'événements. Donc c'est-à-dire qu'eux, en gros, c'est du pari sportif en majorité. Et donc si vous voulez, le problème c'était que vous avez des fake news, on peut dire ça, des informations incorrectes qui circulent sur les choses, donc qui vont gêner en fait dans vos paris sportifs, dans vos choses ou dans vos prédictions d'événements. Ça pourrait être des événements, pourquoi pas, organisationnels. Et donc si vous voulez, en fait, le token vient, vous venez valoriser, si vous voulez, la donnée qui paraît la plus utile. Donc si vous voulez, la donnée la plus pertinente est normalement la mieux valorisée. Donc si vous voulez, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans ce système. Donc là, vous louez en fait, si vous voulez, de la certitude. Vous achetez la certitude. Le Fidelity Token ou Currency Token, ça c'est celui qui en fait, étrangement... vous verrez qu'il y a quand même... Alors,
comment dire ça sans se vautrer royalement? Il y a quand même un gros dilemme, c'est-à-dire qu'en fait vous verrez, donc si demain vous prenez un petit peu les journaux, vous commencez à regarder un petit peu ce que font les politiques de tout pays, de tout bord, hein. Il n'y a pas d'opinion politique là-dedans, mais vous verrez que la plupart du temps, eux aussi se votent royalement entre le Fidelity Token et le Security Token. C'est-à-dire que souvent, ils parlent du Fidelity, c'est dur, le plus souvent, ils parlent du Fidelity Token, tout en répondant par la législation sur le Security Token. Donc en gros, il y a un gros problème avec les scooters, et donc on va faire des règles pour que les voitures roulent moins. Bon, c'est pas forcément logique, mais c'est ce qui se passe. Donc c'est assez intéressant de comprendre. Donc pour le coup, si vous avez fait forcément en économie monétaire les fonctions de la monnaie, le Fidelity Token, il a toutes les caractéristiques de la monnaie. C'est-à-dire que c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur et c'est un moyen d'échange. Parce que nous, on a vu en fait que FDG Bonds, ça en a vu 4. On a vu après que la quatrième marchait ça avec les bénéficiaires. Alors, quelle est la quatrième fonction là qui n'est pas jouée? Pardon? État d'astro. D'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que Christine Lagarde n'est pas tout à fait joue un petit peu, c'est-à-dire que si vous voulez, mais vous allez voir que je l'attaque légèrement juste après parce qu'elle est quand même mise à mal par l'État du Salvador. Je ne sais pas si vous avez suivi, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie. Donc quand on dit que c'est pas une monnaie, puis que le lendemain il y a l'État qui l'adopte comme monnaie officielle, bon, ceci dit, c'est pas pour la brimer, c'est quand même très compliqué comme sujet en ce moment. Et elle se débrouille pas trop mal pour l'instant, sauf sur l'euro numérique où on ne sait pas encore si elle va justement utiliser la blockchain ou pas, mais bon, peut-être qu'elle nous le dira plus tard. Donc, ça par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le Fidelity Token, il peut être échangé avec d'autres crypto-monnaies ou d'autres Fidelity, en fait, d'autres currency. Il peut aussi être échangé d'ailleurs contre une utility, c'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'utility. Comme il a fonction de monnaie, vous pouvez acheter de l'utility. Vous pouvez acheter en fait tous les autres tokens à partir de currency. Donc lui, il a vraiment un pouvoir particulier, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il a ce pouvoir de moyen d'échange, quoi. C'est une monnaie. Le problème, c'est que parfois, elles sont de plus en plus. Il y a un État ou une union d'États qui prend la main dessus pour la réguler, parce que vous savez qu'en fait, un des gros problèmes, alors c'est mal dit parce que faut dire gros problème, mais c'est aussi un gros avantage pour certains, c'est que la monnaie, les Fidelity Token et la monnaie sur blockchain ne sont pas régulés. C'est-à-dire que vous avez des cours qui sont totalement bizarres. Mais en fait, pourquoi ils sont bizarres? Parce que justement, du fait de cette décentralisation, il n'y a pas derrière un tiers qui en fait vient réguler ça, lui donner un cours stable pour permettre aux... Donc ça, le problème c'est quoi? C'est que ça pose de gros problèmes notamment, et donc si vous y êtes confronté en entreprise, méfiez-vous du Fidelity Token, parce que si par exemple demain, on fait un contrat de travail avec moi je prévois de le payer par exemple 4 bitcoins par an. Déjà parce que ça ferait un super salaire, ou un demi bitcoin. Vous verrez, en fait le problème c'est qu'aujourd'hui, lui il est sûr qu'au moment où je dis par exemple il est payé, je sais pas, on va dire 25 000 par an, d'accord, ou 50 000 par an si c'est un bitcoin. Le problème c'est que demain, effondrement du Bitcoin, si on prend son exemple, même momentané, d'accord, mais lui, je veux dire, il a ses charges qui sont constantes, etc. Donc dans le cas d'une entreprise aussi, vous avez la majorité des charges fixes ou même les charges variables, en fait, sont relativement constantes et prévisibles. Mais là, en l'occurrence, effondrement du cours du Bitcoin, pauvre garçon qui a pris un travail pour 50 000 l'année, il se retrouve avec 18 000. Pour le même travail. Et il ne pourra pas venir me poser le contrat en disant oui, mais tu m'avais dit que tu me payais un bitcoin. Oui, mais mon gars, c'est toujours ce que je fais. Donc ça, c'est quand c'est le problème pour lui, mais ça peut lui présenter un gros avantage, c'est-à-dire que demain, explosion du cours du bitcoin, le bitcoin passe à 1 million, cas totalement farfelu, mais pas inenvisageable non plus. Le cours du bitcoin passe à 1 million, la promotion du siècle, il est à 1 million d'euros par an. Vous comprenez? Donc ça, c'est un gros problème pour les échanges, c'est-à-dire que ça, sur le long terme, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça permet vraiment, c'est intéressant pour des échanges instantanés, sur le long terme, pour des gestionnaires, c'est la catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand on investit là-dessus, parce que sur le long terme, c'est compliqué. Même si, pour la majorité des crypto-monnaies, donc des Fidelity Tokens, on va dire sérieuses et reconnues, la tendance, si vous prenez sur une longue période, est systématiquement à la hausse.
Voilà. Par contre, il y a des périodes de creux à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez sur plusieurs jours, vous pouvez avoir un effondrement. Donc ça, généralement, je ne sais pas si vous regardez les infos, mais c'est là, ils s'affolent tous en disant oui, il a perdu machin, sauf qu'ils ont oublié de regarder sur une période plus longue. Et là, c'est donc les gens qui investissent dans ces périodes-là disent que c'est les soldes. Donc ça, hyper intéressant parce qu'elles ont les caractéristiques de monnaie, mais voilà, compliqué parce que grosse variation, donc difficile à adapter sur des projets concrets de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, vous avez vu si on reprend Elon Musk, il avait fait un tweet qui avait fait grimper en puissance le Bitcoin. Alors ça, c'était tout en disant qu'ils allaient accepter que Tesla allait accepter les paiements en Bitcoin. Le problème, c'est que forcément que les autorités des marchés financiers là-dessus elles réagissent parce qu'ils savent très bien que Elon Musk n'est pas stupide. Elon Musk, quand on dit Elon Musk, c'est toute son équipe. Ils sont pas stupides et que donc ils savent très bien que sur un plan financier, ça va faire à un moment donné, ils espèrent du moins une hausse des prix. Par contre, ils savent très bien qu'en acceptant ça en gestion d'entreprise, c'est-à-dire pour le paiement, c'est ridicule parce qu'ils savent très bien que c'est forcément pas sur le long terme que ça se fait, mais que c'est pas gestionnairement correct de faire ça. Donc, il peut être forcément que qualifié de manipulation du marché. Donc, 3 exemples de Fidelity Token. Donc, 2. Alors, un sûr. Celui-là, il est régulé par un État, c'est l'État chinois. Vous avez vu que l'État chinois, en fait, était particulièrement à la pointe en ce qui concerne les crypto-monnaies, la blockchain. Il aurait reproché un modèle de crypto-monnaie qui est assez fermé, c'est-à-dire que justement la distribution, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Par contre, on ne peut pas leur reprocher la cohérence, c'est-à-dire que c'est complètement cohérent avec la politique du pays. Donc si vous voulez, c'est la politique comme ça dans le pays, je ne me permets pas de juger, mais du coup qui est appliquée directement. Donc c'est là qu'on voit bien qu'ils pensent avoir une incidence politique avec la monnaie en appliquant leur modèle politique à cette monnaie. Et donc c'est pour ça notamment qu'ils ont décidé de faire sortir, je ne sais pas si vous avez vu, les mineurs, c'est-à-dire les gens qui font le consensus, c'est donc les grosses firmes de mineurs, ils les ont interdits, tout simplement parce que c'est des gens qui devenaient des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que si demain vous utilisez certaines monnaies et que vous éteignez votre puissance de calcul, si vous êtes un très gros mineur, vous privez en fait l'État de son hégémonie sur la monnaie. Donc, ça fait quoi? Ça fait que potentiellement, l'État chinois qui n'aime pas trop les grèves, on aurait pu demain imaginer, en cas de décision politique non favorable aux mineurs, on aurait pu imaginer une grève des mineurs. Par contre, la Chine était hyper intéressante parce qu'en fait, la Chine a des prix au niveau de l'énergie qui sont ridicules parce qu'ils sont producteurs. Donc, en fait, tout simplement, ça permet c'était très rentable de miner là-bas. Donc ça, notamment, ça a été une fuite, je ne sais pas si on peut parler de fuite, mais c'est un déplacement du moins de la Chine vers le Texas, parce que le Texas présente aussi des caractéristiques intéressantes. Et ce qui est marrant, c'est que, pour faire l'analogie, c'est un état minier le Texas. Hein, c'est là aussi qu'on a exploité le pétrole. Donc ce qui est marrant, c'est que en fait, on voit que la culture, même si la technologie est totalement différente, etc., la culture est restée. Et donc, j'ai pas d'explication à ça, mais c'est un fait intéressant de noter. Chaud au Texas, donc, oui, mais le coût de l'électricité est bas. Et par contre, t'es pas si loin de la mer, donc pour de l'eau fraîche, ça, pour refroidir, ça va. Voilà. Donc, ça c'est pour le One. Donc lui, on est sûr que c'est le One électronique, par contre. Donc ça, on est sûr que c'est un Fidelity Token qui fonctionne sur la blockchain et qui est régulé par un État. Là-bas, on a le Bitcoin. Alors le Bitcoin dont je vous ai parlé depuis le début, mais ce qui est intéressant, c'est que le Salvador, je ne sais pas si vous avez vu, ça a fait beaucoup de bruit, l'a adopté comme monnaie officielle. Donc je ne me souviens pas du nom des autres monnaies du Salvador. Je me demande si ce n'est pas le dollar américain d'ailleurs. La monnaie officielle du Salvador. Il y avait la monnaie du Salvador, il y avait le dollar, et là il y avait le dollar. Voilà, donc il y avait la monnaie locale, le dollar américain, et donc ils viennent d'adopter le Bitcoin comme monnaie locale, comme monnaie officielle, pardon. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, si vous avez des bitcoins, vous pouvez aller acheter votre baguette de pain chez le boulanger en bitcoin. Donc ça pose des petits soucis. Ils peuvent pas vous refuser, c'est ça qui est intéressant. Donc ça pose forcément des petits problèmes à des commerçants qui, la blockchain pour eux, c'était même pas concevable. Enfin, je veux dire, demain, allez voir votre boulangère ou le plus petit ou celui qui vous vend les fruits et légumes.
et dites-lui qu'est-ce qu'il ferait si demain le Bitcoin devenait monnaie officielle de la France. Je pense qu'il serait un peu embêté, il irait voir son banquier, et là le banquier serait encore plus bête que lui, donc parce que les banquiers sont absolument préparés à ça, donc en France du moins. Donc si vous voulez, c'est une grosse catastrophe. Par contre, c'est un super coup de poker de la part du Salvador, parce que déjà, ça met le projecteur sur l'économie, mais surtout, ça leur permet de sortir d'une hégémonie du dollar, si vous voulez, dans laquelle ils étaient assez étouffés, donc du moins c'est le pari qu'ils font. On verra sur plusieurs années ce que ça va donner, mais a priori, il y a des petits commerces qui se sont mis, et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de startups qui proposent des systèmes de paiement à partir de cartes bancaires, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Revolut, par exemple, mais vous pouvez avoir vos crypto-monnaies, puis vous pouvez payer en crypto-monnaie sans souci. Et pour ce qui nous concerne, on va dire majoritairement, il y a un projet d'euro numérique qui est, je ne sais pas si vous en avez parlé en économie monétaire, qui reprend bien sûr toutes les vertus de l'euro. Et donc il y a ça qui est donné avec ça. Le problème c'est que, et moi c'est là que je ne suis pas très content de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait on vous dit qu'on vous fait un euro numérique, qui a tous les atouts pour être un fidelity token, sauf qu'on ne sait même pas s'il va fonctionner sur la blockchain. C'est-à-dire... Elle est dit là. On ne peut pas dire... Il ne serait pas vraiment décentralisé. Ouais, donc c'est pas une blockchain. Vu que justement les caractéristiques d'une blockchain sont interdépendantes. Donc ça pose un vrai problème. Donc c'est pour ça que j'ai dit quid de la technologie. Est-ce que ça va rester sur blockchain? Comme je vous l'ai dit, on peut faire on peut faire des tokens sans blockchain. Donc potentiellement on pourrait faire un euro numérique qui ne serait pas adossé à la blockchain. Le problème c'est que jusqu'à présent c'est une réponse face à la blockchain. Donc ça manque un peu de clarté sur ce point-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en recherche de quelque chose, et donc dans ce cas-là on peut comprendre, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment embêtés aux entournures? Dans ce cas-là, c'est vraiment dommage qu'on ne nous le dise pas honnêtement. Là, on rentre dans le dur du sujet. Le security token. Donc ça, c'est un token. Là, pour des gestionnaires, c'est celui-là qu'il faut vraiment tilter et admettre. Donc eux, ça c'est un token, donc un jeton qui fonctionne de la même manière que tous les autres jetons, sauf que lui, il définit un titre ou un actif numérique. Donc concrètement, leur souscription, elle permet de détenir des parts d'un capital. On peut mettre des security tokens sur des appartements, on peut mettre des security tokens sur des objets numériques. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple, et donc on va y arriver petit à petit, on va arriver au non-fungible token qui est assez intéressant en NFT. Mais, alors intéressant, je vous expliquerai pourquoi. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul actif qui vous donne des droits, mais vraiment comme le droit de vote en France. On pourrait dire par exemple, on pourrait imaginer un security token de nationalité française. Donc c'est-à-dire que vous avez une part entre guillemets au capital français en étant citoyen, donc vous avez forcément une contribution aux charges, etc. Mais vous avez aussi des droits, donc par exemple, vous pourriez très bien utiliser votre security token français comme carte d'électeur. Donc votre droit, ça serait le droit de vote. Mais ça marche pour les entreprises. Donc aujourd'hui, donc vous verrez que dans le cadre des levées de fonds, c'est hyper intéressant. Si, par exemple, l'unité de TARP dit, nous on manque un peu de moyens, tout ça, on voudrait agrandir notre capital propre, comment ça s'appelle, ce qui ne dépend pas de l'État, quoi, des subventions, on voudrait agrandir ça, on va faire une levée de fonds en security token. Donc en gros, on pense que voilà, ça va rapporter de l'argent, donc vous, en fait, on pourrait acheter une partie, ils émettraient un security token qui équivaut par exemple à un security équivaut à une action de l'unité de TARP, et puis vous pourrez aller voter en conseil d'administration avec ce security, où vous aurez un droit de regard sur les comptes, etc. Donc ça c'est hyper important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est programme, c'est-à-dire que dans ce security token, on peut mettre des caractéristiques particulières, donc en fait on peut le faire nativement conforme, c'est-à-dire il peut répondre aux exigences de conformité, donc de régulation, etc., à la naissance. Donc dès le début, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, si on dit que, alors dans notre cas, je ne vois pas pourquoi on fait ça, mais admettons que vous disiez, moi je m'appelle la Russie, par exemple, et nous on interdit de demain que ça soit du dollar qui soit utilisé. On veut que dans le cadre de cette levée de fonds, ça soit que du rouble. Je ne sais pas pourquoi il ferait ça. Ok, c'est vraiment fictif.
mais vous pouvez inscrire que le security token ne peut être acheté qu'en rouble ou ne peut être échangé que contre du bitcoin ou de l'ether. Enfin, vous voyez ce que j'ai vendu, pardon, pas échangé dans ce cas-là. Voilà. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que ce security token, il remplit les conditions du test de Howey. Alors le test de Howey, c'est pas spécifique des crypto-monnaies, même si c'est des crypto-actifs, pardon, même si c'est très lié. Mais c'est ça qui est important, et donc on va voir. Je vous fais là cette bucket, je vous fais la sous-catégorie de celui-là qui est aussi intéressant, et après on voit le test de Howey. Donc, l'asset bucket token, c'est juste une sous-catégorie de security token. Donc, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il correspond à des actifs réels. C'est-à-dire que derrière, vous avez un actif qui existe. C'est pas parce qu'il est réel qu'il est. Comment dire? Si vous voulez, le security token, c'est l'équivalent d'une action entreprise, et l'asset bucket token, c'est l'équivalent des produits dérivés qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, mais je veux dire, c'est pas parce que le produit existe qu'il est tangible. Okay, ça peut être par exemple une image. Vous allez voir que ça, c'est assez intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lui, par contre, c'est l'unité de valeur de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire que du coup, on peut mesurer certaines choses avec. Donc, ça, c'est intéressant, notamment si on fait un asset bucket token, je sais pas, par exemple, d'un cheval. Alors, c'est pas le cas, je dis ça, c'est un mauvais exemple, parce que, mais dans n'importe quoi, vous avez des unités de valeur qui permettent de mesurer votre actif total en nombre d'unités d'asset bucket token. Et donc là, ça permet non seulement d'obtenir des droits de regard, etc., mais ça permet aussi des droits sur l'asset en lui-même. C'est-à-dire ça permet des droits sur ce à quoi vous avez souscrit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par contre, c'est que l'asset bucket token, il peut être fongible ou non fongible. Donc fongible, ça veut dire qu'en fait, la fongibilité, c'est tout simplement le fait de pouvoir différencier les choses ou pas. Donc concrètement, de pouvoir être remplacé facilement. Donc une bouteille d'eau d'1 litre cristalline, vous pouvez la remplacer très facilement par une autre bouteille d'eau cristalline de la même marque, même taille, etc. C'est-à-dire qu'en fait là, vous pouvez les échanger. Par contre, vous pouvez le remarquer, vous faites une soirée avec des copains, vous allez voir que la pizza, en elle-même, elle peut être non fongible. C'est-à-dire que si vous avez une pizza ananas poulet, et qu'en face, lui, il a une pizza, je sais pas, chèvre-laine, vous verrez que des fois, c'est non fongible, c'est-à-dire que c'est impossible d'être échangé parce que c'est considéré comme différent, alors qu'en soi, c'est une pizza. Mais ça peut être aussi différent dans le sens, ça peut être par nature, ça peut être par qualité, ça peut être par voilà, un ordinateur. C'est pas pareil que ça soit un Mac ou que ça soit un Mac 2017 ou un Mac 2018. Hein, voilà, et donc ça, on arrive à comprendre. Donc ça, c'est le cas de la fongibilité. Donc ça, c'est l'asset bucket token qui est intéressant pour ça, c'est qu'il peut avoir ces caractéristiques-là. Un exemple, c'est Sorar. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est une entreprise française qui vient pour information de battre le record de la levée de fonds. Donc ils viennent de lever 280 millions. Là, je crois que c'était il y a une semaine ou 15 jours, je ne me rappelle plus exactement. Ils viennent de battre ce record. Et donc qu'est-ce qu'ils font eux? Je ne sais pas si vous avez connu, parce qu'on commence à faire de la même génération, mais les cartes Panini. Donc en fait, ou les cartes Pokémon. Donc en fait, ils font exactement la même chose sur la blockchain, mais avec des footballeurs. Donc en fait, c'est une carte Panini, sauf que vous voyez, avec, je sais pas combien ça coûtait, moi j'en avais pas, c'était pas mon truc le foot, mais c'était l'histoire de quelques euros, tout au plus, je crois, la carte Panini. Là, vous voyez que la carte Panini, ça commence à être particulièrement cher, parce qu'en fait, ben ça c'est le prix, alors ça n'existe pas, il n'y a pas d'album à coller, etc. C'est juste en fait des gens qui achètent Lionel Messi en image. Et donc ce qui est intéressant, c'est que comme en fait la blockchain a la capacité de déterminer le nombre de tokens émis, vu que ça c'est un token, le token Neymar, par exemple, ça peut être, mais même on peut imaginer que c'est le token Neymar, j'y connais rien, hein, franchement, ne me jetez pas des pierres. Là il est en Paris Saint-Germain, mais dans 2 ans par exemple il change de club, il va au Real de Madrid, d'accord? Il y a le même Neymar, tout pareil, avec le Real de Madrid, qui fait un autre token. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut par exemple dire qu'il n'y a que 250 copies du... et donc on peut le certifier, c'est auditable, etc. sur la blockchain, comme vous avez vu. Donc on peut garantir en fait qu'il n'y a que 250 copies du Neymar au Paris Saint-Germain
qui est ça. Donc ça vous fait une valeur rare, une ressource rare, que vous pouvez en fait vendre, etc. Et donc la rareté faisant le prix, l'offre et la demande, tout simplement, tout simplement ça vous donne des prix qui sont exorbitants, alors que j'imagine que j'ai pas les prix initiaux en tête, mais ça doit être de l'ordre de quelques euros, voire quelques centimes. Et donc vous voyez que ça explose tout simplement parce qu'il y a cette rareté. Donc vous mettez quelques passionnés dedans, etc. Mais on peut très bien imaginer que moi demain, qui honnêtement n'y connais strictement rien au foot, si j'imagine que Neymar peut prendre beaucoup d'argent, je peux aussi avoir une action spéculative sur ce NFT, en l'occurrence, donc non-fungible token, pour l'acheter. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour des gens, je ne sais pas dans quoi vous avez envie de travailler, mais si demain vous avez, si vous êtes quelqu'un qui produit des ressources numériques, qui vous voulez qu'elles soient limitées, c'est-à-dire que par exemple vous avez l'exemple des artistes musicaux, si aujourd'hui les artistes musicaux, c'est compliqué pour eux de savoir combien de copies vont être faites de leurs chansons, donc par exemple, moi si j'achète le titre, je peux faire une copie illégale à Bertrand, etc. Et donc c'est compliqué après d'aller vérifier que celui de Bertrand est illégal, à moins de passer par un système de facture. On pourrait imaginer un NFT adossé, c'est-à-dire que la musique soit un NFT. Il y a des recherches là-dessus, je vais en inventer. Soit un NFT, donc si vous voulez, on vient vérifier qu'il n'y ait bien que 250 copies de ça, et donc on doit être que 250 à l'avoir. Donc si on peut prouver grâce à notre clé privée, à la blockchain, etc., qu'on est propriétaire, dans ce cas-là, c'est qu'on est vraiment propriétaire. Si je te suis là, par rapport au Panini, là en fait ce qui est vendu, c'est pas chaque image de Neymar dans chaque boîte de Panini, c'est l'original qui permet de faire toutes ces copies qui sont après vendues 0,1. Non. Alors, Panini c'était juste. C'est pas vraiment Panini, c'est la nouvelle génération de Panini en fait. Ouais, parce que je veux dire, c'est comme si tu avais l'original de la photo qui va être copié dans toutes les boîtes de Panini et collé après. Alors non, en fait c'est plutôt que donc Sorare dit on va faire un Neymar Paris Saint-Germain. Neymar Paris Saint-Germain, on imagine qu'on va le vendre que 250 fois. Donc il n'y aura que 250 personnes qui pourront l'avoir simultanément. Et ça sera l'original. D'accord? Donc l'original, il existe 250 fois. Ok? Et donc, comme il y a peut-être, je sais pas, 10 000 personnes qui veulent le Neymar de Paris Saint-Germain, ben forcément, ils vont tous se battre pour avoir ces 250 originaux, et donc se battre dessus. Mais on peut très bien imaginer qu'ils en fassent qu'un. Par exemple, dans le cas d'une œuvre d'art, si demain on fait une œuvre d'art numérique, d'ailleurs il y a une russe, j'ai oublié le nom, mais c'est magnifique ce qu'elle fait. En fait, vous mettez un casque de réalité virtuelle sur la tête, et elle dessine, si vous voulez, en 3D, et donc vous pouvez vraiment vous promener dans c'est vraiment magnifique, j'ai oublié son nom. Et elle, si vous voulez, elle fait des NFT, c'est-à-dire qu'en fait, l'appartenance de son art, de son art existe, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un NFT et en une copie. C'est plus clair du coup? Oui, tu me dis, c'est bon. Donc, le problème, c'est de déterminer à quel moment on est sur un security token. Parce que, donc, vous avez compris, ça permet d'acheter, d'avoir des droits. Et donc, le problème, c'est que vous, en tant que souscripteur, vous ne savez pas toujours ce que vous achetez. Est-ce que c'est un security token? Est-ce que c'est un fidelity, etc. Dans le cadre du security token, ce qui est super, c'est que la SEC, donc en fait, qui est l'équivalent de l'AMF américaine, donc l'autorité de marché financier américaine, a fait une méthodologie d'analyse qui s'appelle le test de Howe. Et donc en fait, le test de Howe, ça permet de voir si l'objet est un contrat d'investissement. Donc, le test de Howe, comment ça se passe? C'est tout simplement, vous allez voir, ce qui est bien en plus, c'est que on s'attendait, surtout moi, la première fois que j'ai entendu parler, je me suis dit, bon, le test de Howe, ça doit être un truc à se tirer les cheveux par terre. Pas du tout, il y a seulement 4 conditions. Donc c'est très très simple à retenir. Donc en fait, les 4 conditions, elles sont là. Il faut que, donc, test de Howe définit si une transaction est classée dans la catégorie des titres. Okay? Donc, est-ce que c'est un investissement en argent? Donc ça, c'est la première condition. Si c'est un investissement en argent, condition validée. Est-ce que c'est une entreprise est-ce que c'est une entreprise commune? C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui existe? Est-ce que, quand vous le faites, il y a un espoir de profit? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire de l'argent avec ça? Et est-ce que ce profit, si vous voulez, va être dépendant de l'effort de l'entreprise ou de la personne dans laquelle vous investissez?
Donc là, vous pouvez vous amuser à prendre, par exemple, donc vous prenez le NFT de Neymar là, de tout à l'heure. Donc vous investissez bien une somme d'argent en euros. C'est une entreprise qui existe, rare, qui a levé des fonds, etc. De manière très classique. D'ailleurs, ils n'ont pas levé des fonds en crypto-monnaie. Je ne crois pas d'ailleurs, à vérifier. Vous faites bien un espoir de profit. Alors même si vous êtes passionné, que vous avez vraiment envie d'avoir cette carte, on est d'accord, c'est comme un amateur d'art, même s'il garde l'œuvre, il est content qu'elle prenne de la valeur, et donc il espère qu'elle en prenne parce que ça va augmenter son patrimoine. Donc vous espérez que cette carte va augmenter votre profit et donc votre patrimoine. Et surtout, dans ce cas-là, ça va dépendre de l'effort de quelqu'un, donc ça va dépendre de l'effort de la société Sorare pour promouvoir ce NFT, c'est-à-dire dire, bah, regardez, ce NFT il est super, il n'y en a que 250, et accessoirement ça va aussi dépendre des efforts de Neymar. Mais c'est pas le promoteur dans ce cas-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la blockchain et ce que je comprends qui peut être un peu dur à adopter, c'est qu'en fait, vous faites votre règle générale et à chaque fois après, vous faites oui, bon, quand même, si on y réfléchit. Parce qu'en fait, c'est tellement nouveau et c'est tellement complet que si vous voulez, vous êtes toujours dans la règle d'exception et vous dites, c'est sans doute qu'on n'est pas arrivé au bout du raisonnement. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous dites, c'est qu'on se dit, il manque toujours un bout de chemin à parcourir pour avoir le raisonnement complet. Et en fait, plus vous parcourez, vous vous rendez compte que vous avez rien compris. Donc si vous avez l'impression de ne pas comprendre grand-chose, c'est un peu normal aussi. Moi-même, je suis dans ce cas. Donc, si le token répond à ces 4 conditions, c'est un security token. Et donc ça, par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'en tant qu'actif, il est soumis forcément à la même réglementation que les autres actifs dans le pays où il est émis ou échangé. Donc en France, c'est la loi Pacte qui a remis ça à plat, justement, à cause ou grâce des blockchains, de l'émergence des blockchains. Donc la loi Pacte, si vous voulez, c'est une loi qui est passée récemment, donc qui a fait, entre autres, qui a fait le point sur ses actifs, etc., sur les dessus, sur d'autres choses aussi, mais il y a tout un aspect qui est fait là-dessus, sur les crypto-monnaies. Donc c'est entre autres là qu'ils ont décidé qu'on ne disait plus crypto-monnaie, mais crypto-actifs. Pour ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, à la base, ce qui était intéressant, c'était de voir que ça partait d'un problème des experts comptables, la loi Pacte, parce que le problème, c'est qu'ils avaient de plus en plus d'entreprises qui arrivaient avec des crypto-monnaies, donc des Fidelity ou des crypto-actifs, que les experts comptables disent oui, mais bon, vous êtes bien gentils, nous, dans le plat comptable, on n'a pas de crypto-actifs, etc. Donc on en fait quoi? Donc là, branle-bas de combat, tout le monde a au législateur et on essaie de légiférer sur les crypto-actifs. Et donc, ils ont fait. Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais. Et puis ça ne serait pas les seuls au monde, mais ils ont fait cette mauvaise frontière, à mon avis, entre le Fidelity Token et les Security Tokens qui n'ont pas les mêmes fonctions et donc qui ne sont pas toujours très clairs au niveau de la loi. Ça, je vous invite à le scanner, c'est tout en anglais, je suis désolé. C'est très simplement, c'est le lien vers le document de la SEC américaine vers la définition du test de Howey. Donc en fait, si demain, on ne sait jamais dans un de vos stages, dans une de vos choses, vous avez besoin de savoir si c'est un actif, référez-vous-en à ça parce que le test de Howey est utilisé par quasiment tous les législateurs du monde. Donc c'est vraiment le document de référence pour définir si c'est un cryptoactif et donc si c'est un titre. Voilà. Il reste 5 minutes. Donc, oui, je finis rapidement. Donc ce qui est intéressant, c'est que. C'est pas 1h30, j'en finis. Oui, mais prend. D'accord. Donc, on peut faire, donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des levées de fonds en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez un projet, vous avez besoin de fonds, ça c'est de manière très classique. Donc demain, si vous voulez monter votre entreprise, etc., vous avez besoin de fonds, vous pouvez monter une levée de fonds en token. Donc à la base, celle qui existe, la levée de fonds, on va dire classique, via la blockchain, c'est l'ICO. Donc l'ICO, c'est quoi? C'est une Initial Coin Offering. Donc ça, c'est un mécanisme de levée de fonds qui se fait la plupart du temps au stade du projet MVP, donc c'est Minimum Value Product, je ne sais pas si vous avez regardé ça. Donc en fait, tout simplement, vous émettez un token, vous pensez que plus tard il prendra de la valeur, même si aujourd'hui il ne vaut pas grand chose. Donc par exemple, vous émettez des tokens à 0,2 centimes, et donc les gens, plutôt que de mettre de l'argent sur Ulule, ils mettent de l'argent sur l'ICO
pour acquérir ces tokens qui aujourd'hui ne servent à rien, mais qui demain pourraient servir à accéder à des services de l'entreprise, à être revendus et donc à faire un bénéfice, un profit. Donc attention dans ces choses-là, surtout je vous le dis, si jamais vous avez l'idée d'investir, il y a la pratique du dumping qui est assez courante là-dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait il y en a qui achètent beaucoup de tokens parce que ça va faire une grosse pub, etc. Donc ça va faire monter le prix et ils vont tout revendre d'un coup. Et donc si vous voulez, le prix va dégringoler. Donc moi dans tous les cas, si vous quand vous participez à une levée de fonds, ne le faites pas que pour le profit, vérifiez que ce soit quelque chose que vous comprenez, que vous aimez, parce que vous aimez, ça vous aidera à comprendre si le projet derrière est sérieux ou si c'est un scam. Donc, et vous avez attention, c'est que c'est encore différent avec une prévente. La prévente, en fait, c'est que vous vendez encore les jetons auparavant, et ça, c'est privé. Donc, la caractéristique d'un ICO, c'est qu'elle se termine à date. Donc, par exemple, vous dites, ben, moi, je lève des fonds jusqu'à, par exemple, au 30 août de l'année prochaine. Ou au hard cap, donc le hard cap, vous entendrez ce mot assez souvent, c'est-à-dire que par exemple, vous dites, moi, pour mon entreprise de ce que vous voulez, j'ai besoin de 200 000 euros, l'équivalent de 200 000 euros. Donc, tant que je n'ai pas atteint 200 000 euros, en fait, si vous voulez, vous pouvez continuer à acheter les jetons et donc la SEO prend fin. Ça, c'est une phase préliminaire. Et par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les SEO, il n'y a aucune garantie. Et bien que ça soit en train de changer sous l'influence du régulateur, parce que, si vous voulez, ça ne donne pas de droit à l'actif sous-jacent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour contrer, on va dire, tout ça, il y a un deuxième financement qui est possible, qui est le financement par ce fameux security token. Donc là, c'est totalement différent, c'est-à-dire que le mécanisme en lui-même est similaire, on le verra juste après, ce sera la dernière slide. Donc ça, à la base, ça a été fait aussi pour répondre aux plaintes, comme c'est marqué, des investisseurs sur le droit de regard, c'est-à-dire quand vous achetez un token, après, une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez rien. Là, par contre, vous avez des droits, rappelez-vous, sur l'actif auquel vous avez souscrit, donc vous pouvez exercer ce droit. Donc ça vous donne le droit à des dividendes, des revenus de même, donc ça peut se voir dans le white paper. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le security token, contrairement à d'autres actifs, il n'est pas soumis aux horaires de fermeture de marché. C'est que vous savez par exemple que, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez certains actifs, quand vous avez la bourse par exemple de Paris qui ferme, je ne sais plus à quelle heure, le soir, vous avez jusqu'au lendemain où vous êtes en suspense comme ça pour attendre, là vous pouvez vendre, etc. Donc si par exemple vous avez une somme conséquente d'argent en actif, si vous avez besoin de cet argent rapidement, mais parce que par exemple vous avez eu, je dis n'importe quoi, un accident de vie, vous avez besoin de 20 000 euros de suite parce que malheureusement ça peut arriver toujours, voilà. Si vous avez un actif classique, vous devez attendre la réouverture de la bourse. Là, vous pouvez le vendre à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, de n'importe quel jour. Là par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a des garanties particulières sur une STO, qui sont notamment l'identification de KYC, c'est Know Your Customer. Donc ça en fait c'est tout simplement que quand vous investissez là-dessus, vous avez tout un fichier à remplir pour vous identifier complètement. Donc ça garantit en fait que les gens que vous avez en face normalement sont en tête. Donc si vous avez, c'est pas de citer des noms, mais si vous avez un gars qui arrive et qui s'appelle Oussama Ben Laden, vous évitez de financer, enfin voilà, vous vérifiez, en tout cas vous faites attention à ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas dire vous ne saviez pas, parce que c'est un peu le problème jusqu'à présent. Sur un ICO, quelqu'un qui lève les fonds, vous avez vu, c'est une clé publique. Donc vous ne savez pas qui c'est un pseudonyme. Puis s'il fait excusez-moi, de la merde avec, vous pouvez dire je ne savais pas qui c'est. Là vous ne pouvez pas parce que c'est votre ressort en tant que. Donc ça aussi, si un jour vous êtes en tant que gestionnaire soumis à ça, ça sera à vous à vous assurer le KYC et c'est très compliqué. Et un des meilleurs moyens d'ailleurs c'est de sous-traiter le KYC. Donc vous êtes soumis aux procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Ça je pense que vous avez eu ça en comptable. Moi, à l'époque où il y avait M. Dumont, on l'avait eu en tout cas. Et donc, il y a une enquête sur le listage et sur la protection des données sur ça. Donc, ça, c'est honnêtement le moyen le plus sûr. Ça ne veut pas dire que je vous incite à le faire, au contraire. Mais c'est le moyen le plus sûr de lever de fonds et c'est le plus sérieux pour une entreprise. S'ils veulent faire des levées de fonds en token sur blockchain, il vaut mieux passer par une STO que par une ICO. Sachant qu'il y en a qui font les deux. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, par peut-être la preuve, la démonstration qu'on sait faire.
Deux derniers slides, donc celui-là rapidement, c'est juste pour vous montrer. Ouais, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, tout simplement, les procédures de levée de fonds sont quasiment identiques en ICO, sur une ICO et une STO. Donc la fin, c'est la distribution du token, bien entendu. C'est juste qu'en fait, au début, la tokenisation des assets est faite dès le départ pour le security token, c'est-à-dire que vous avez déjà une valorisation, vous savez ce que vous achetez au début. Là, c'est une idée de départ, donc c'est le stade de l'idée. Donc si vous voulez, vous êtes plus certain de ce que vous achetez là que là. Enfin, dernier slide, après avant de conclure, ça c'est sur le white paper. Donc le white paper, c'est quelque chose qui est hyper important à repérer quand vous regardez un projet blockchain ou à émettre quand vous faites un projet blockchain. C'est à la base c'est un document marketing qui en fait explique tout le projet. Donc c'est-à-dire il explique voilà, on fait ça pourquoi. Donc par exemple dans le cadre de Nakamoto, c'était nous on veut tuer les banques, montrer du bon qui peut s'en passer. Mais aujourd'hui, de plus en plus sur les white papers, ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute à ça, des fois ils sont différenciés, des fois ils sont ensemble, le document d'information. C'est-à-dire que là-dessus, c'est là que vous allez trouver, si vous êtes intéressé, c'est là que vous allez trouver les risques que vous encourez, à quoi va se servir le token, est-ce que c'est quel type de token c'est d'ailleurs, ça doit vous être indiqué dessus, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec, qu'est-ce que vous faire, à quel moment vous pourrez le revendre, jusqu'à quel moment vous pouvez le garder, jusqu'à quel moment vous êtes bloqué avec. Donc surtout ça, c'est le minimum à lire quand vous souscrivez un token. Si vous voulez scanner rapidement, c'est un exemple de document d'information. Donc là, pour le coup, ils avaient différencié le white paper, mais c'est French ICO. Donc c'est quelque chose qui est assez, c'est un bon modèle français de document d'information pour la compliance. Donc ça, si je serais vous, je le garderai surtout si un jour vous avez besoin. Et jeter un œil, ça peut être intéressant. On a fait à peu près le tour, j'en profite pour faire un peu d'auto-promo. On sort un bouquin avec une association qui s'appelle Wallcrypt. Donc ça, si vous êtes intéressé par ces questions-là, tout simplement, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à 50 experts, mais a priori, on va être un petit peu plus dessus. Ils ont demandé à 50 experts d'écrire des paragraphes de chapitres sur la blockchain et les cryptos. Donc ça vous donne un tour d'horizon assez intéressant. Il sort début 2022, donc ça c'est à voir en fonction de l'éditeur, c'est des questions éditorialistes. Et donc là, si vous voulez par contre, vous pouvez le précommander là-dessus, sur cette ou allez voir. Ils sortent aussi, d'ailleurs, ça peut être intéressant, pour le coup j'ai rien à voir avec, mais ils sortent aussi un jeu plateau pour les écoles, les entreprises, pour comprendre la blockchain, où on peut en fait s'amuser à investir justement. Donc, par exemple, si un professeur d'économie monétaire peut en t'aider, ça, voilà. Mais ça, j'ai rien à voir avec. Donc voilà, si jamais vous avez mon LinkedIn ici. Tu seras en colo tout à l'heure ou tu peux rester au colo? Le matin, oui. Ouais. Et si vous avez besoin, ça c'est mon LinkedIn. Donc si vous voulez l'ajouter, vous pouvez. Donc tu seras en TD, les 2 premiers TD du matin, pour répondre à vos questions, et on fera aussi de la révision, mais on va pas rester cet après-midi. Si vous avez des questions, là vous pouvez les poser aussi à la pause. Sinon, On peut peut-être couper la vidéo. Ouais, la vidéo tu peux. Ah oui, pardon.